Merlin, plus puissant démon de son monde depuis bébé, finit par fuir à cause de ses dettes d'or. Laquais des humains, gobelins et chef puissant, il tente de dissimuler son pouvoir. L'histoire débute pendant une nuit froide au château des Enfers, où apparaît le protagoniste. Et le roi Merlin, qui est si puissant qu'il se contente de travailler tranquillement. Dehors, une guerre séculaire oppose humains et démons, actuellement menée par Lilith, la sœur du roi. Une succube assez puissante, qui semble contrôler l'ennemi en utilisant son charme pour les pousser à s'attaquer entre eux. Les humains emploient aussi des héros comme armes, ici dirigés par Alice. Une albinos avec tout l'équipement, y compris une armure et une épée spéciale contre les démons, avec lesquels elle équilibre la balance dans un combat épique, au corps à corps. Les deux sont de niveau élite, mais le prota ne supporte pas qu'elles en fassent autant, car l'épée d'Alice parvient à couper complètement les attaques de Lilith, qui finit par être soumise. Les guerriers fêtent déjà quand leur évêque surgit pour la contre-attaque finale. Pour en finir avec celui qui est le plus redouté des 7 rois démons, il détient même le record du plus grand nombre de morts humaines certifiées. C'est pourquoi, à la dernière minute, l'évêque décide de changer son plan, car il a une arme spécialement préparée pour éliminer les démons méprisables. Une œuvre de la sagesse de 100 ans et qui, avec un seul impact, détruira tout le château. Le plan visait seulement à éliminer le roi, sans déclencher un autre massacre. Cependant, il s'avère que le vieil homme cherche une vengeance personnelle après avoir été humilié plusieurs fois par Merlin. Son œuvre, sa baleine, l'a poussé à s'éloigner du bien par des expériences douteuses pour atteindre son but. Une monstruosité à 100 yeux libère sans réfléchir un rayon surpuissant qui anéantit les démons en première ligne. Cependant, quelque chose se produit lorsque le roi apparaît. Ce niveau de puissance n'arrive pas à progresser davantage, tandis que tous autour de lui le regardent avec peur et respect. Et comment ne pas le faire, puisqu'on dirait qu'il s'amuse après le travail. Alors que l'évêque se présente à lui comme son ennemi juré, son rival ultime, sa némésis. Mais le prota ne parvient à s'en souvenir que parce que c'est le type qui, lors de la dernière croisade, a été le seul survivant. Parce qu'avant même qu'il ne l'attaque, il était déjà en train de se pisser dessus et de le supplier pour sa vie, lui promettant même de lui apporter de l'humanité. Le type essaie de cacher cette honte en attaquant à nouveau avec une baleine, mais cette fois avec toute sa puissance, utilisant l'âme de ses propres guerriers. Mais ici, il suffit que Merlin dégaine son épée pour que la créature géante soit complètement coupée en deux. L'évêque stupéfait se jette aussitôt à terre pour supplier à nouveau. Grâce à sa chance, le protagoniste retourne au château finir son rapport hebdomadaire démoniaque. Cependant, Alice dit que la bataille est terminée, ce n'est pas fini. Pour ne pas sous-estimer sa détermination, l'homme lance une nouvelle attaque, désintégrant cette fois les dernières troupes. À son évêque, et il manque de peu la fille, avec une onde de choc et un cratère dans le sol qui ne font que montrer la brutalité de sa puissance. Juste pour qu'à peine 2 minutes plus tard, il se fasse réprimander par ses camarades qui ne voient pas les résultats attendus, sur leur terre. Il peut être le roi le plus puissant, mais sans piller ni recruter de nouveaux adeptes, il finit dernier, considéré comme le plus inutile des rois. Le protagoniste se lève et affirme qu'il maintient la stabilité et la peur du peuple face aux démons depuis des années. Avec son pouvoir, il pensait ne faire que sauver, jusqu'à ce que la comptable démoniaque lui montre les pertes laissées après chaque bataille, malgré la peur qu'il inspire. Mais en dépensant l'argent du royaume. En fait, elle lui dit qu'il a une dette de 66 billions de yens, et que s'il la paie, il peut continuer à être roi. Mais sinon, en gros, ils sont en train de le virer, puisque le type n'a même pas une pièce. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il quitte les lieux, il ment à sa sœur, il lui dit que son niveau de pouvoir est tellement grand qu'il ne tient plus dans ce royaume et qu'il doit partir chercher des rivaux puissants dans d'autres terres. Elle ferait tout pour qu'il reste, mais quand il annonce devoir 66 billions, elle lui fait ses valises pour qu'il débute sa vie dans le monde humain. En parallèle, Alice, grièvement blessée, rampe pour fuir les démons, espérant que faire semblant d'être morte fonctionne. La fille veut utiliser sa tête pour décorer la chambre, ce qui l'oblige à s'enfuir avec la force qui lui reste. Et pour s'amuser, la Soukou lui envoie ses 2 loups des enfers pour la chasser. Le protagoniste cherche des bateaux pour traverser la mer démoniaque vers d'autres terres. Mais il les a tous détruits lors de son dernier combat. Il ne lui reste donc plus qu'à utiliser quelques barques. Au loin, il aperçoit une fille poursuivie par des loups, une femme réputée très puissante. Il réalise qu'il a encore beaucoup à apprendre des autres races humaines. Et malgré tout, il a dit à sa mère qu'il voulait sortir explorer et ne pas mourir seul, car il voulait tomber amoureux. Cela le pousse à se battre, mais lorsqu'il blesse un loup, celui-ci devient plus dangereux.
C'est tout simplement impossible. Merlin revient alors apaiser les créatures de sa sœur. Mais surtout, pour lui dire qu'après l'avoir presque sauvée 2 fois, même si la première fois tenait du hasard, elle devra maintenant être son esclave. Elle imagine toutes sortes d'obscénités qu'il va lui faire, mais il l'utilise seulement pour qu'elle rame jusqu'aux célèbres terres de lumière. Il la fait tant travailler qu'elle rêve même d'humilier ce roi. Surtout Bambo ici, il n'aide pas et allume même un feu de camp sur le bateau avec de la bonne nourriture. Cependant, si elle s'échappait, elle serait dévorée par cette mer pleine de créatures, comme ces requins qui commencent à les entourer. En percevant l'aura du protagoniste, il fuit. Elle ne comprend pas, car dans son royaume, même les bateaux devaient être couverts de fumier de dragon royal pour repousser ces requins, mais ils se sont enfuis. Elle se rappelle que le dragon a disparu et que son engrais est désormais parmi les plus chers. Le protagoniste rayonne après avoir capturé le dragon royal et l'avoir apprivoisé. Et s'il vient le sauver, il pourra partir et vendre tous ses déchets pour payer sa dette et retourner au château démoniaque. La fille sait que le gars veut l'abandonner et elle jette le cristal qui, une fois perdu, annule le contrôle sur le dragon, les obligeant à continuer à voyager ensemble. Pourtant, il est curieux qu'il ne voit aucun poisson à proximité. Et en fait, ils ont fini par attirer l'attention du monstre marin, une énorme créature difforme pleine de dents. Mais le protagoniste, démon, ne sait ni nager ni se battre dans l'eau. Alors la fille essaie d'attaquer la bête, mais sa peau est très dure. Marlène tente de convaincre la créature de devenir son esclave et de les conduire à la rive. Il refuse, ce qui énerve le protagoniste. Alors qu'il s'apprête à les dévorer, il sort son épée et tranche la créature d'un seul coup, comme un poulet, en leur donnant assez de nourriture pour atteindre la rive. Le protagoniste, lassé de son esclave, la libère pour continuer son aventure, après lui avoir pris un bien très précieux. Tandis qu'Alice songe à sa virginité, le protagoniste récupère son armure à vendre, façon entrepreneur, pendant que la fille lui échappe et le maudit. Nous faisons un saut d'1 an, mais d'abord, on voit l'héroïne punie par ses chefs pour son échec et la perte de son armure, perdant son titre et contractant une dette de plusieurs millions en or. Ainsi, après 12 mois, elle continue à sauver des gens. Le problème, c'est qu'elle rencontre 2 membres de l'élite recherchée, mais elle ne peut en gérer qu'un à la fois malgré son rang. Elle est clairement en désavantage jusqu'à ce qu'un type mystérieux dont elle a entendu parler par les frères Barbe-Rouge intervienne. De grands rivaux, exactement ceux qu'elle recherche. Le problème, c'est qu'il suffit d'arriver pour les écraser. Même arrogant, ils se croient invincibles sans montrer d'aura, de combat ni de magie. Quand il les attaque, comme toujours, son épée anéantit ses rivaux. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 500 mètres, y compris les membres qui venaient aider. C'est clairement Merlin, mais Alice, sans voir son visage, ressent l'attirance pour ce type élégant et fort. Les rumeurs commencent à circuler dans les villes au sujet d'un héros qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui est très fort. Ainsi, Merlin, sans vraiment s'en rendre compte, se retrouve avec une autre identité. Cela lui est égal, car ce qu'il cherche vraiment, c'est devenir l'un des bandits les plus recherchés. Mais l'identité connue de tous est très triste. On lui offre une maigre récompense. Et cela, Alice peut le voir, elle qui cherche à se venger de toutes les humiliations, tout en gagnant de l'argent pour rembourser sa dette. Avec la bénédiction de Nightblade, la fille sera déçue en apprenant qu'ils sont la même personne. Pendant ce temps, Merlin erre dans la forêt, ayant gaspillé en 1 an l'or obtenu pour l'armure d'Alice. Il est maintenant dans une situation de pauvreté, où il s'est forgé une mauvaise réputation de voleur, et pourtant il n'a pas un sou. Il arrive dans un village forestier pour chercher de la nourriture, mais 2 bandits l'attaquent pour tout lui voler. Le voir suffit à rendre la situation triste. Alors, au moins, le couteau qu'il porte pourra leur servir pour la ferraille, puisqu'ils ne peuvent pas retourner auprès de leur chef les mains vides. Le protagoniste affirme qu'ils devront d'abord le lui prendre, adoptant une pose dont il se moque autant que possible. Cependant, les voleurs ne sont pas les plus forts. Ils peuvent en faire plusieurs coupures, mais seulement sur de petits objets. Le protagoniste pense qu'ils sont inutiles, et il les place en direction opposée au village pour que, à nouveau, en dégainant, il montre comment on fait vraiment une coupe en morceaux. Pendant ce temps, il finit par confirmer que ces 2-là se cachent comme des lutins déguisés en humains. Et même si l'un d'eux finit par s'échapper, le protagoniste ne leur accorde pas plus d'importance. A-t-il trop faim? Il ignorait l'existence d'un traité de non-agression entre humains et lutins. C'est pourquoi, lorsque le chef de ces créatures l'apprend, il sait qu'il a maintenant entre ses mains l'excuse parfaite pour commencer à envahir et piller. Comme déguiser son peuple en humain faisait partie du plan pour provoquer la guerre où il compte massacrer tous ceux possibles. Et si ce blond est aussi puissant, il sera lui aussi écrasé. Ils pilleront et réduiront en esclavage tous ceux qu'ils pourront, jusqu'à capturer tout le peuple, ignorant ce qui les attend avec un roi démoniaque.
S'il ne lui laisse bon pas de nourriture, il y aura combat. Voilà où nous en sommes, juste au moment où Merlin arrive en ville. Il écrit à sa sœur qu'il vit parfaitement dans un manoir avec tout le confort, la nourriture désirée et les plus belles servantes. Donc, à moins que les autres rois démons ne s'agenouillent devant lui et ne lui pardonnent sa dette, il ne reviendra jamais. Il envoie cette lettre le ventre vide après avoir été expulsé d'un bar faute de pouvoir payer. Sa reconnaissance. Il est maintenant recherché pour 5000 pièces d'or. Il s'enfuit et rencontre Henri, un garçon antipathique à qui il tente de vendre un tour d'épée contre de l'argent. Mais comme il est fan des héros, il n'est pas idiot et le voit comme un simple adulte raté, sans travail ni femme. Il est agacé, mais ne pouvant pas toucher l'enfant, il lui fait juste une blague. Pendant ce temps, Alice arrive aussi dans le village grâce à ses contacts, bien qu'elle ne soit pas héroïne. Pourtant, ses aventuriers lui demandent pourquoi il a été expulsé malgré sa force. Il paraît qu'un marchand détient la réponse. Des livres sur l'héroïne devenue esclave puis amante du roi démon. Des secrets sombres, plus de 5 millions vendus. Claire ne sait pas comment s'excuser pendant que les aventuriers arrivent sur les lieux, car il y a eu des signalements de la part des commerçants. Ils doivent s'occuper d'un groupe de gobelins en ville comme dernière mission avant de prendre leur retraite, sans savoir ce qui les attend. Pendant ce temps, Claire poursuit sa route et doit traquer le protagoniste pour rétablir sa réputation. Merlin est en train de critiquer la nourriture d'un restaurant où il est convaincu qu'il peut partir sans payer. La patronne Martha l'arrête à l'entrée, le protagoniste, nerveux, finit par demander du travail. Selon lui, il ne volerait ni ne draguerait la patronne, pourtant il la drague tout en se disant expert en vente. Elle adore ce type, il est parfait pour son travail de nuit, en donnant des spectacles privés pour les dames. Il sera bien payé, nourriture déduite. Henri, son fils, lui montre donc la chambre. Merlin tente de prouver son amour pour les enfants, mais avec Henri, c'est difficile après les événements. Il ne respecte que Nidalee. Voilà pourquoi quand Merlin tente de lui révéler qu'il est son héros, il éclate de rire. Le mieux, c'est de rester dans la chambre pendant que nous allons avec les héros, qui, après être arrivés dans la forêt, voient qu'il ne s'agissait pas de seulement 2 gobelins. Ils font face à toute une armée de haut niveau et commencent à perdre faute de soins, alors le blond, pour protéger sa fiancée, se ferait un chemin en éliminant plusieurs gobelins. Mais cette sorcière surgit, les dirige et les soumet aussitôt. Le gars leur dit de faire ce qu'ils veulent de lui, mais de ne pas la toucher. Et la sorcière, elle dispose d'un marché qui peut lui servir. Le lendemain, Merlin débute comme serveur. Cependant, servir des humains ivres est une insulte en tant que roi démon. Alors pourquoi ne pas plutôt leur prendre leurs femmes devant les clients? Le pire, c'est que parfois il réussit et le soir, beaucoup de femmes mariées achètent des boissons et s'amusent au spectacle. Les hommes, bien sûr, le détestent. Mais Martha, voyant les ventes et tenant compte du bagou de son employé, le laisse faire sans trop s'interroger sur son identité. Elle se sent même un peu attirée. Henri s'en mêle, c'est pourquoi il sort furieux, s'entraîner contre un arbre pour éliminer le démon parasite chez lui. Et Justo tombe sur Claire, qui l'entend parler, et décrire Justo au Merlin qu'il recherche. Et si en plus, les maris furieux allaient le payer pour s'en débarrasser? La fille s'infiltre dans le spectacle nocturne où les femmes adorent le blond qu'elle identifie, mais avec la foule, elle ne peut pas l'attaquer et tente donc de s'approcher. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très discrète et finit par faire partie du spectacle. Merlin la reconnaît, mais pendant qu'elle essaie de le tuer, il la maîtrise facilement. Ils n'ont pas besoin d'être ennemis. Mais elle lui rappelle ce qu'il lui a fait sur la plage et qu'il n'a pas assumé ses responsabilités. Cela sonne assez mal pour les femmes du public. Ne maîtrisant pas la situation, ils finissent dans la chambre où Martha sait que cela nuira à son travail. La fille réclame son armure, dont elle est très endettée. Le protagoniste explique qu'il l'a gardée en récompense pour lui avoir sauvé la vie, l'a déjà vendue et dépensé l'argent avec des femmes. La fille continue de pleurer en pensant qu'elle devrait se venger. Le roi démon devra travailler toute sa vie, tuant des ennemis puissants pour rembourser sa dette. Merlin, apprenant l'existence d'ennemis à affronter, demande de l'aide pour devenir aventurier, mais il est finalement rejeté. Henri, prenant l'air, s'approche de l'entrée du village où arrive le héros ayant affronté les gobelins et demandant l'ouverture des portes. Cela n'arrive jamais la nuit, mais voyant sa douleur, ils font une exception. Quelques instants plus tard, l'endroit est envahi de gobelins. L'entrée et le chaos atteignent le village. Henri, effrayé, doit se cacher pendant que Claire sort prendre l'air, en se rendant compte que les maisons sont en train de brûler. Alors il doit agir,
Pendant ce temps, le protagoniste, reprenant ses esprits, reçoit des clients inattendus qui, comme ils ne viennent rien acheter, il les met dehors à coups de pied. Martha sent que quelque chose ne va pas et doit chercher son fils Merlin. Remarque-t-il la présence inhabituelle de gobelins. Et après avoir impressionné ses clientes avec sa force, il est clair qu'il doit protéger la femme qui lui doit encore son salaire. La ville est en chaos et Martha, en voulant protéger son fils, attire toute l'attention sur elle et finit par être enlevée. Pendant ce temps, le petit Henry ressent l'impuissance de ne rien pouvoir faire, tandis que Merlin profite des souvenirs que lui apporte le chaos. Malgré tout, au sceptre, ces gobelins sont trop faibles et il perd l'excitation. Claire propose qu'ils sauvent le village ensemble pour qu'il devienne un aventurier respecté. Cependant, comme cela ne lui rapportera pas de pièces d'or, il refuse. La jeune fille ne peut rien attendre de ce type et affronte plusieurs gobelins seule, jusqu'à ce que les flammes de la sorcière d'avant l'enveloppent, déclenchant un combat où les deux sont puissantes. Mais Claire n'a pas d'armée pour la soutenir, du moins jusqu'à ce que des sbires blessés arrivent pour signaler qu'un surhumain a déjà éliminé la moitié des troupes. Alors la sorcière ordonne une retraite immédiate, emmenant plusieurs otages dans les grottes. Le lendemain, certains cherchent à s'attribuer les mérites de Merlin et Claire en jouant les héros. Maintenant qu'une nouvelle mission de sauvetage s'organise, ils les cachent. La jeune fille, voyant des lâches, décide d'affronter seuls les gobelins. Seul Henri fait preuve de courage, mais en cherchant l'épée de son père, il tombe sur 2 gobelins qui le tabassent. Merlin finit par le sauver, tout en pensant ne pas être assez payé pour cela. En voyant la détermination du garçon, cela lui rappelle quand il protégeait son frère. Alors, pour cette fois, il prêtera la force d'un roi démon, gagnant ainsi le respect du petit. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment atteindre la grotte, alors il rejoint le groupe d'aventuriers dont il essaie de devenir le chef. Mais sa réputation parmi les époux ne le rend pas très fiable, alors il accepte l'aide du plus idiot pour qu'il puisse avancer. Dans la grotte Antastien, la sorcière rend le butin et attend, avec des pièges, l'arrivée de 2 puissants humains. Cependant, à son arrivée, Merlin remarque ce mur de feu enchanté que seuls les membres sacrés ou de haut rang peuvent traverser. Tous seraient calcinés. Et elle en est sûre. Elle le crie de toutes ses forces jusqu'à ce que le protagoniste, résistant comme l'enfer, surgisse derrière elle. Il essaie de lui faire comprendre en face qu'elle ne pourra rien contre lui, mais elle ne voit qu'un simple villageois sans grande prestance. Furieuse, elle attaque avec une tornade de feu que Merlin renvoie d'un simple éternuement. Il anéantit tous ses sbires. Pendant ce temps, il lui assène un coup qui l'envoie presque morte. Ce type est inarrêtable et les témoins commencent à le respecter. Pendant ce temps, Claire, infiltrée dans la grotte, s'occupe de libérer les prisonniers et, pendant qu'ils parviennent à s'échapper, elle s'occupe du roi. Mais après être arrivée dans sa salle remplie des meilleurs trésors, la présence de ce souverain la dépasse. Même en pensant qu'elle est plus rapide, elle est surprise tandis que le protagoniste est trop perturbé par le fait qu'une grotte ait autant de chemins. Claire devra donc résister un peu face à ce sadique qui prend plaisir à lui briser quelques os et à l'entendre crier. Claire utilise sa puissante tempête de neige, dans laquelle le gros trouve impossible d'esquiver autant d'attaques. Alors qu'il semble s'évanouir, ce n'est qu'un jeu pour décourager son adversaire. Son physique change-t-il? De plus, le pouvoir de sa relique la frappe mortellement et elle n'a plus de force. Ici, Merlin croise les otages en fuite. Le protagoniste s'occupe du reste et, en voyant cette force incroyable, il lui demande de sauver l'albinos. Sa voix intérieure lui dit de gagner sa faveur, Martha le paiera triple. Mais surtout, il entend que le salon principal est un endroit rempli de pièces d'or. Le type avance si vite qu'il détruit tout sur son passage. Alors que le roi s'apprête à en finir avec la fille, une étrange présence survient et s'empare des trésors. Cela met le roi en colère, lui qui a tant souffert pour les obtenir. Et c'est là que le protagoniste devient sérieux, lui arrachant le bras, tout en mettant la fille en sécurité, qui ne devrait pas se soucier autant des autres. Il s'occupera du reste. Le roi gobelin se régénère facilement, pensant surprendre et effrayer son rival, mais avec Merlin, c'est différent. Il part chaque coup à main nue, pensant aux statistiques que la créature lui offrira une fois vaincu. La bête fait tout son possible, mais sa force reste vaine. Il ne peut que se rappeler qu'il s'agit d'un roi démon. Alors qu'il est transpercé en deux, un impact si puissant que tout commence à s'effondrer, l'obligeant à choisir entre la fille et lui-même. Et le trésor valant des millions, mais il sait que la laisser mourir serait problématique. Alors, tandis qu'il regarde son argent être enseveli, il parvient à s'échapper de la montagne. On le remercie tous, mais il pleure intérieurement. Malgré tout, la jeune fille finit saine et sauve. Merlin reste à ses côtés pour s'occuper d'elle, et pour ses blessures, il semble vouloir en profiter. Mais il la couvre de salive très curative, provoquant aussi des rêves lucides.
où Clade pense que son bien-aimé Nidalee est celui qui l'a sauvé. Le lendemain, presque nue et amnésique, elle croit que Merlin a profité d'elle. Lui, il achète du pain et laisse les villageois s'attribuer ses exploits, sans s'en soucier. Il retourne au restaurant, pensant que la jeune fille le remercierait, mais elle l'accueille, juste, confuse, avec son épée. Le protagoniste lui raconte ce qui s'est vraiment passé, comment il l'a sauvé et risqué un butin qu'il aurait pu voler. La jeune fille a fini par être un peu désolée. Et même si elle le remercie, pour Merlin ce n'est pas suffisant, il veut qu'elle l'aide à devenir un aventurier, et Clade finit par accepter. C'est ainsi qu'elle fait ses adieux à son travail. Gigolo, les quadragénaires le regretteront, même Martha et son fils, mais ils doivent avancer. C'est ainsi que ces deux-là doivent voyager ensemble, tandis que nous voyons les restes de la grotte des Gobelins, où ils ne savent pas quoi faire sans chef. Cependant, une femme qui semble puissante apparaît, avec le bâton que possédait le roi, pour en extraire une mystérieuse clé, et sans effort, éliminer tout témoin. Pendant ce temps, Merlin arrive au célèbre guilde des aventuriers, où il se rend rapidement compte que beaucoup de contrats ne paient pas les utilisateurs. Bien que celui des morts vivants soit correct pour 1000 pièces, ils vont voir Lucia, où Clade le trahit soudainement en le livrant avec sa récompense. Mais en gros, il fait en sorte qu'il ait une dette pour avoir été un bandit et qu'ils doivent la rembourser en travaillant comme aventurier. De toute façon, on lui retire une partie de la récompense. On ne lui donne que quelques pièces. Maintenant, Merlin devra mesurer sa puissance avec la boule de cristal qui attribue des rangs, du fer le plus bas à l'élite argent, au respecté sacré déjà vu, jusqu'au grade exclusif améthyste auquel le protagoniste pense appartenir. Ici figurent ainsi des amis comme Hobbs, un ivrogne, et Arnold, qui a tenté plusieurs fois de lui déclarer sa flamme mais a toujours été rejeté. Voilà pourquoi il est en colère en la voyant avec Merlin qui le méprise, utilise l'argent de ses parents pour le défier, mais il se fait humilier sans effort. Chacun voit que le nouveau est fort, tandis qu'un autre guerrier charismatique arrive et veut aussi se mesurer à lui. Le prota le considère simplement comme un faible de plus, et après avoir vu qu'il obtient le rang sacré, il est sûr qu'il va briser cette boule de cristal. Même Clade a peur. Cependant, il n'a pas la moindre trace de magie. Il a tellement menti que tout le monde se moque de son rang. Il ne peut pas être aventurier. Pourtant, sa confiance reste intacte, il sait qu'il est puissant, alors il demande à affronter le plus fort de la guilde. C'est ainsi que ce vieil homme apparaît, qui s'avère être le maître des lieux, à un niveau sacré respecté par tous. Il accepte le combat en privé pour éviter que le blond ait honte. Le vieil homme est confiant car il n'a jamais été vaincu de sa vie et il lui dit qu'il doit simplement montrer un peu de puissance pour être accepté. Le protagoniste se fait sérieux et d'un simple mouvement d'épée crée une onde de choc jusqu'à l'entrée. Tout le monde pense que c'était l'œuvre du vieil homme, mais celui-ci sort tellement choqué qu'il a besoin de changer de pantalon. Malgré tout, le prota garde un rang de fer. Si Clade veut le rejoindre, il lui offrira 10% des gains. Il finit évidemment rejeté. Pourtant, Merlin qui feint la force n'a même rien à manger. La nuit venue, pendant que la fille prend son bain, le prota se faufile dans la maison et, lorsqu'il est découvert, il la rassure en disant qu'il n'y a rien de bon à voler de toute façon. Mais lui, il sera la sécurité, il s'occupera de la protéger dans cette maison. L'idée ne gêne pas la fille, jusqu'à ce qu'il annonce qu'il lui réclamera 1000 pièces d'or par mois. Elle se retrouve à la rue en faisant un scandale comme un couple d'amoureux. Clade la laisse passer la nuit là où Merlin l'endort avec ses mains, s'appropriant même le lit. Le lendemain, à la guilde, tous voient qu'ils vivent ensemble. Ils tentent de tout justifier, mais personne ne le croit. C'est alors qu'Arnold, furieux, défie le protagoniste sur ce qu'il maîtrise le mieux dans le contrat. Pour éliminer les morts vivants, le protagoniste accepte, mais doit avoir un compagnon de niveau supérieur pour la mission. Clade, poussé par la colère, le rejette et part avec Arnold, même si ce type l'agace, donc le protagoniste ne se laisse pas marcher dessus. Il saoule Hobbs pour qu'il accepte, mais sobre, il regrette car il se pense trop faible pour cette mission. Niveau A. Merlin sait que ce sera facile, mais en avançant, il tombe justement sur les chevaliers du duc de la Rose. Des personnes respectées s'approchent si arrogamment que le protagoniste ne se soucie pas qu'elles aient pris la princesse Cecilia. Et il les traite normalement. Le chef de la troupe veut décapiter le villageois quand, au loin, une estampette de rhinocéros en flammes s'approche. C'est curieux car cette espèce paraît effrayée à son arrivée. À cette vitesse, les chevaliers ne peuvent pas les arrêter, mais doivent protéger la princesse. Jusqu'à ce qu'ils voient le blond se placer devant eux, et d'un seul doigt, maîtriser ces créatures avec une force inhumaine. Tout le monde est surpris, le chevalier regrette de l'avoir défié, tandis que les rhinocéros, comprenant le danger, changent de direction, ce qu'ils ne font jamais.
Pour cette raison, la princesse Cecilia descend de son carrosse pour remercier le blond et lui proposer un contrat de 10 000 pièces d'or afin qu'il devienne sa protection. Cependant, Merlin, pratiquement réduit à la peau et aux os, sans vêtements, presque mort, lui dit qu'il n'acceptera ce luxe que si elle le paie 66 billions. Il est vite ignoré, les chevaliers continuant leur route à la recherche des morts vivants. Pendant ce temps, Arnold continue d'être ignoré par Clé, qui ne peut tomber amoureux que de son guerrier Nightblade. Cependant, pour Cécile, le type n'est rien de plus qu'un clown. On lui donne trop de renommée, surtout en comparaison avec les 4 grands guerriers d'il y a 400 ans, comme Carona qui a vaincu 7 sacrés en une nuit, ou Zoé et Joey qui ont vaincu le géant. Ils méritent leur héritage, même Bernard qui a vaincu un dragon royal. Ce sont eux les véritables légendes, tandis que Justo rencontre les rhinocéros et Cécile, pour prouver que ce Nightblade n'est même pas un adversaire pour lui. Il prend son épée et d'un seul coup, tranche toutes les créatures en deux, il est vraiment puissant, tandis que Merlin montre aussi sa force, mais en flirtant avec des membres d'autres équipes. Les filles semblent y satisfaites, mais Justo voit Alice lui reprocher de ne pas se concentrer sur la mission à cause des femmes. Elle est clairement jalouse puisqu'elles ne sont même pas dans la même équipe. Maintenant, si le prota n'a plus de divertissement, il ne lui reste plus qu'à écouter les informations sur la mission. En fait, les morts-vivants sont déchaînés parce que des pilleurs ont dérangé la tombe d'un puissant chancelier maléfique qui s'est relevé en invoquant toutes sortes de squelettes. Le vainqueur du boss gagnera la récompense. Claire, qui s'aventure dans la forêt, finit par voir en secret Cécile près d'un portail, où une voix mystérieuse l'appelle finalement Bernard. Comme le héros légendaire d'il y a 400 ans, elle finit par être découverte, alors elle prouve qu'elle sait improviser. Elle fait semblant d'être un peu ivre, de ne rien comprendre, puis elle s'éclipse peu à peu, ne laissant qu'une marque pour continuer à écouter. Cécile explique à son roi qu'ils approchent de la grotte du chancelier mort-vivant, soulignant leur proximité comme entre Cécile et le roi, en trouvant celui qui fut l'allié du vieux, de son roi, et qui possède l'une des clés dont il a besoin et que nous avons déjà vues. C'est pourquoi il a envoyé l'un des 4 guerriers légendaires quand il a ressuscité, confirmant ainsi qu'il s'agit de Bernard. Claire vient d'entendre quelque chose de très important et délicat, mais elle sait qu'elle ne peut pas demander d'aide à Merlin. Même s'il est le plus puissant, il se moquera toujours. Alors elle s'en occupera en attendant. La princesse finit par être la première à arriver à la grotte. Pendant ce temps, Bernard la suit de près, sachant que ses guerriers faibles se perdront dans ce labyrinthe dangereux. Mais lui aussi a de la compagnie. Le lendemain, Arnold se réveille sans équipement et accuse le protagoniste d'avoir pris Claire. Or, il dormait et comprend que l'albinos veut la récompense en premier. Alors il se dépêche pendant que Bernard écrase tous les squelettes sur son passage, sans trop de difficultés. Claire se contente de poser des seaux sur le chemin, c'est tout ce qu'elle fait. Et ainsi, ils finissent par arriver dans la grande salle, où ils sont accueillis par le chancelier en personne, qui le reconnaît comme le guerrier Bernard. Mais est-ce que 400 ans se sont écoulés depuis qu'il a ressuscité? Il révèle les pactes avec des démons que son roi a dû conclure pour réactiver son empire. Bernard lui propose de les rejoindre et de rendre la clé. Cependant, le mage est satisfait de sa nouvelle vie d'invocation d'expérience. Mais le chevalier ne partira pas sans récupérer l'objet, que ce soit de gré ou de force. C'est ainsi que commence la véritable bataille entre des niveaux sacrés bien trop destructeurs, où Claire ne peut rien faire d'autre que regarder, tandis que Merlin était coincé au premier niveau du donjon. Il est trop stupide pour comprendre qu'il marche en rond. Donc, le mieux, avec la force de ses poings, c'est de se frayer un chemin vers le bas en sautant les étages tout en éliminant toutes sortes de squelettes. En réalité, la princesse et ses chevaliers, plus bas, affrontent déjà de puissantes créatures. Contraints de battre en retraite, ils finissent tous empalés, y compris le chef qui se sacrifie pour protéger la jeune fille. Elle ne peut pas abandonner son peuple, suppliant le ciel pour que quelqu'un d'assez fort apparaisse pour les sauver. Pendant ce temps, le plafond s'ouvre et la silhouette imposante de Merlin apparaît pour rétablir l'ordre dans l'endroit. Nous nous arrêtons ici avec ce chapitre. Rappelons que ce Donghua chinois est en cours de diffusion, donc si je vois que nous atteignons rapidement les 2500 likes, je vous apporterai immédiatement la suite. Une histoire simple et drôle, pleine de comédie médiévale attendue et plus encore. Pour ma part, j'espère que vous l'appréciez énormément, c'est mon pari sur cette chaîne, car j'ai vraiment aimé. Mais c'est très méconnu. Je le connais ainsi que d'autres dans les commentaires. Je ne sais pas comment vous le recevrez, mais je sens qu'il a du potentiel. Et si je vois beaucoup de soutien avec des likes et des commentaires, je vous préparerai les autres épisodes à publier car il y a beaucoup de contenu à résumer.
Et en plus, il y a une série de fantasy médiévale en cours de diffusion, avec de bons combats, une bonne comédie, et qui se distingue vraiment avec ses intrigues simples dont on ne sait pas pourquoi elles accrochent autant. Et en plus, comme on en a l'habitude, les Donwas offrent une animation plus qu'excellente. Dans les combats, ou aussi dans les explosions du roi démon. Une nouvelle recommandation sur cette chaîne pour que vous en profitiez. Et si je vois qu'on atteint instantanément les 2500 likes, je vous préparerai la suite. Abonnez-vous pour ne pas manquer sa sortie. Merci d'avoir regardé mon résumé et comme disait mon père, je vous abandonne. Abonne-toi!